Bienvenue à Contact établi, une expérience radiophonique de Franco-Presse où se rencontrent des francophones de partout au pays. Dans cet épisode, de la Colombie-Britannique au Yukon, un voyage entre grands espaces et liberté. Graciane. Mon nom, c'est Laurie. Graciane Dôme a choisi de s'établir à Vancouver. Cette coureuse de montagne parcourt des distances pouvant aller jusqu'à 200 km. Des moments où elle retrouve calme et sérénité. Laurie Tweddell habite Mendenhall Landing, à 45 minutes à l'ouest de Whitehorse. Meneuse de chiens depuis son enfance, elle vit par le plein air et l'atteinte de nouveaux sommets. Quand tu te sens en décalage, moi je sais que quand je cours en montagne, donc je fais du sport, je m'entraîne 6 jours par semaine, 5 jours par semaine, c'est 2 fois par jour. Et quand je suis en montagne, c'est juste une pause dans la vie en fait. C'est un espace-temps où j'ai pas mes pensées noires, je ne doute pas, je me sens forte, mais j'arrive pas à apporter cette force dans la vraie vie. Et du coup, je me demande comment est-ce que toi tu gères ce décalage entre cet espace-temps où tu es avec tes chiens, où tu es sur ton traîneau, et le retour à la vie où, voilà, souvent, je trouve que les valeurs de la société actuelle sont différentes de celles que j'ai et pour moi, c'est une vraie difficulté. Je me demande comment est-ce que toi tu gères ça? Et je comprends d'où tu viens parfaitement parce qu'il y a le même décalage quand je suis en traîneau, honnêtement. Mais quelque chose que j'ai remarqué, vu que le traîneau en chien, c'est quand même un sport d'équipe. T'es pas tout seul, les chiens deviennent des individus. Puis tu réalises que quand quelque chose va mal, que tout va mal, tu retournes à la réalité tellement facilement que tu prends le sentiment de quand ça va mal en traîneau, puis tu peux le gérer dans une société normale. Alors, vu que c'est avec des membres, même si c'est des chiens, il faut que tu fasses face à des situations similaires à la vraie société, dans un sens un peu farfelu, mais c'est comme ça que je le perçois. Alors, même si j'ai les moments euphoriques où tout va bien, puis c'est juste moi, la forêt, il y a tout le temps ce petit moment-là qui va arriver éventuellement dans une course de 100 miles ou plus, ou que quelque chose va mal, puis il faut que tu gères tous les chiens comme tu gérerais une situation avec des vrais humains. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, qu'on apprend énormément de notre sport. Je trouve que souvent on me demande: «Mais pourquoi tu cours 100 miles, voire plus?» Là, la dernière que j'ai faite, c'était 220 kilomètres. Je leur dis toujours, parce que c'est tout ce que j'aime, tout ce que pour moi la vie devrait être en fait. C'est ne pas s'arrêter au premier obstacle. Tu vois, si quand Ouais. on court aussi longtemps, on peut avoir des brûlures de peau à cause du sac à dos, on peut avoir, moi ça m'est jamais vraiment arrivé, mais on peut avoir un petit coup de barre, mais on se dit: «Bon ben, dans 20 bornes, j'ai un ravitaillement. Si jamais il y a de la famille qui vient nous voir, ben, tu auras un sourire» ou même ne serait-ce que les volontaires, les bénévoles, je veux dire, Mm-hmm. sur la course, un sourire, tout ça, ça rebooste. Mais c'est des valeurs en fait, que je trouve il n'y a pas dans la vraie vie. Dans la société, souvent j'entends: «Ah bah, moi Ouais. j'ai pas le temps de m'entraîner» et tout ça et je crois que sur ce point, tu es un peu comme moi. J'ai envie de leur dire: «Mais, ben, arrêtez Instagram et arrêtez Facebook et arrêtez, Netflix et vous aurez, 2 heures par jour, que vous pourrez utiliser, voilà, à dessiner, à aller marcher, à aller en forêt», C'est que le monde ne prenne plus le temps de faire ces choses-là. c'est ça, On vit c'est dans une ça. société où tout le monde est stressé, puis ils sont aveugles à tout ce qui se passe autour. Ils sont juste concentrés sur ma vie, mon travail, sa famille, peu importe. Mais tu peux toujours avoir le temps de faire ce que tu veux. C'est quelque chose que j'ai trouvé avec les chiens. Et nous, on vit off the grid. Fait qu'on a juste récemment eu l'eau. On est sur l'énergie solaire. Alors souvent, on n'a pas Internet. Puis c'est quand tu n'as pas toutes ces facilités-là de la vie que tu réalises j'ai le temps de faire ce que je veux. J'ai trouvé, moi, en tout cas. Mais toi, tu habites à Vancouver, c'est ça, hein? Ouais, je suis sur, l'île de Vancouver, et le rythme de vie est plus lent, c'est vrai que c'est différent de Vancouver, mais après bon, Vancouver, il y a quand même des opportunités de travail qu'on n'a pas forcément partout et ça reste une ville incroyable. Je peux partir Mm-hmm. m'entraîner, être dans les montagnes en 45 minutes de bus, La plupart des gens qui viennent habiter au Yukon, c'est pour jouer dehors, pour prendre ce temps-là, de faire du sport, de juste sortir.
Alors, tout le monde a un peu la même mentalité, que ce soit les chiens, le ski, la course. Tout le monde est juste là pour faire OK, c'est ma fin de semaine, où que je peux aller? Il y a une montagne là-bas que j'ai pas montée, je peux y aller demain si je veux. Alors, c'est une belle mentalité que j'ai retrouvée dans ma communauté, puis surtout la communauté franco-yukonaise du Yukon. C'est beaucoup des gens, pas qui se sauvent du Québec, mais c'est des gens qui étaient au Québec, se sentaient pas bien représentés, fait qu'ils sont juste partis à l'autre bout du Canada où ils pouvaient jouer. Ou même des Européens qui font la même chose. Fait que c'est différent avec les chiens vu que c'est pas un sport tant pratiqué, mais je peux comprendre que tout le monde a ses petites affaires, qui vont faire du ski un peu avec leurs enfants. Puis, alors c'est pour ça que je trouve que le Yukon, c'est vraiment un gros terrain de jeu, puis tous les gens qui sont ici, c'est pour jouer. Et justement, quand tu pars jouer, ça fait 11 ans maintenant que je suis ici. C'est vrai que quand je partais crapahuter dans les Pyrénées, les bêtes féroces que je pouvais trouver, c'était les marmottes. Euh, et ici, tu vois, j'adore les cartes routières. Je suis pas du tout connectée. J'ai pas Internet sur mon téléphone, par exemple. J'adore pas les cartes routières, mais les cartes en papier. Et du coup, je regarde tout le temps, tu vois, les parcs nationaux, toutes les chemins, les trails que je pourrais découvrir. C'est quand même vachement beaucoup un territoire des grizzlies, par exemple. Et comme j'adore, je fais ce sport tout le temps seul. Jamais je vais courir avec quelqu'un. J'ai jamais couru avec quelqu'un. J'ai du mal. Je peux comprendre. Oui, j'imagine que tu peux comprendre. Mais du coup, voilà, même si ça fait 11 ans que je suis ici, que je me renseigne beaucoup sur l'attitude à adapter devant des animaux sauvages et tout, j'ai un peu une frustration de pas pouvoir aller où je voudrais en raison de cela, parce que je sais que ça peut être dangereux et tout. Du coup, comment est-ce que toi parce que vous aussi, vous avez quand même une sacrée population d'animaux sauvages, peut-être que pour toi, c'est plus naturel parce que tu es canadienne et voilà, tu as ça dans le sang depuis dans ton imaginaire depuis que tu es toute petite, mais comment est-ce que toi, du coup, tu planifies tes routes? Ce que je fais d'habitude, j'ai tout le temps avertir une personne de où que je vais être, environ vers quelle heure je suis censée revenir. Puis vu que je passe souvent tout ça, j'apporte souvent du bear spray. Quand il fait froid, ça ne marchera pas, par exemple, mais quelque chose de très simple que tu pourrais accrocher sur ton sac à dos, par exemple, c'est juste les cloches. Fait qu'à chaque fois que tu vas sauter ou courir, ça va sonner Ouais, un j'ai peu. ça, mais tu vois, quand je m'entraîne, c'est 8 heures. Et du coup, 8 heures avec une cloche, je l'ai fait une fois et c'est... Ok, ouais. Si par exemple, tu peux t'apporter dans ton sac à dos juste un couteau que tu peux agripper facilement pour te défendre ou à chaque 2 minutes, quand je faisais de la randonnée beaucoup, il me disait de taper dans nos mains à chaque 2 minutes d'intervalle, juste pour dire il y a quelqu'un. Alors, juste prévenir ta présence. Puis si tu te sens à l'aise, puis tu vois quelque chose, il faut juste doucement reculer. Tu sors du chemin de l'animal, puis tu devrais être correct. Mais c'est arrivé des incidents avec des animaux sauvages où pour moi, ça aurait pu tourner très dangereux, mais je m'en suis toujours sortie. Mais c'est que c'est une réalité à laquelle tu dois être consciente, mais les chances, ça arrive, sont quand même faibles. Au Yukon, sur des pistes, j'ai vu des ours 2 fois en 15 ans. Ouais, je sais. Toute la théorie, tu vois, je la connais, mais je me dis, si ça doit tomber sur quelqu'un, ça va tomber sur moi. Et je voudrais pas être, tu vois, la fille qui est partie toute seule courir et qui s'est retrouvée devant un ours. Mais Je peux te donner un exemple qui m'est arrivé il y a 2 hivers. J'étais avec mes chiens. C'était un beau jour. Je n'étais pas très loin de la maison, mais je me retourne de bord et il y a un loup qui est énorme. J'en ai jamais vu un aussi gros. Et il décide que mes chiens, c'est son souper. Alors, il court et il veut me rattraper. Alors là, j'ai cette bête qui me court après et j'ai rien pour me défendre à ce moment-là. Je me disais, je pars pas longtemps, je suis proche de la maison, je vais être correct. Alors là, le loup arrive et moi, tout ce que je trouve à faire, c'est crier puis dire, va-t'en, j'ai rien pour toi. J'essaie de lui donner des coups de pied, je n'ai jamais donné de coups de pied, mais j'essaie juste de montrer que je peux me défendre, me faire un peu plus grosse. Puis éventuellement, à force de dire de partir, il est juste parti. Après ça, je me suis assurée de retrouver quelqu'un pour dire, regarde, il y a un loup là, moi je suis correct, mais va pas. Juste prévenir tout le monde qu'il y a un loup. Mais c'est ça, il faut juste... D'habitude, le premier instinct que tu vas avoir face à l'animal, ça va être le bon. Parce que tu peux pas t'imaginer
comment tu vas réagir face à ce danger. Il faut juste que dans ce moment-là, tu te fasses confiance, mais il ne faut pas que tu fiches. Il ne faut pas que tu fasses comme je ne bouge plus, je disparais. Ça ne marche pas, mais de ce que j'ai entendu, de toutes les interactions avec la vie sauvage que j'ai eues, si je suis là et je réagis, souvent ça finit toujours assez bien. Tout le monde rentre à la maison, l'animal repart, puis il n'y a aucune conséquence pour lui ni pour moi. C'est le meilleur conseil que je peux te donner face à la vie sauvage. Mais je peux pas imaginer, parce que toi, quand tu fais des événements comme ça, c'est toi, il y a juste toi. Fait que comment tu te prépares mentalement, physiquement pour atteindre tes buts? Physiquement, c'est un mélange de différents sports et de différents rythmes. Donc pour la course à pied, ça peut être 1h30, 1h et demie de stade où je travaille la vitesse pour développer le VO2 max. Ouais. Et si c'est des courses en montagne, ça peut aller de 3 heures à 8 heures. À 6 semaines de la course, en fait, je fais mes derniers entraînements de 8 heures. Ça peut être aussi quand je travaille en montagne, des répétitions de montée-descente. Donc 15 Okay. minutes de montée pour travailler en fait la réaction des muscles, de pouvoir enchaîner les bosses, puisque on est en montagne, donc on a beaucoup de dénivelé, donc on peut faire des montées de quand c'est en Europe, il y a des montées un peu plus longues en général, c'est 2 heures de montée, et puis enchaîner derrière par 10-15 kilomètres de descente. Ça, faut avoir les cuisses pour bien pouvoir encaisser cet effort-là. Donc, pour la course à pied, c'est ça. Et puis après, je fais beaucoup d'entraînements croisés, donc natation et vélo. Donc, les vélos, Okay. c'est des sorties entre 3 et 5 heures aussi. Et donc, la clé, et ça, je pense que tu le sais toi-même, c'est la régularité, en fait. Donc, moi, c'est Oui. 6 entraînements par semaine. 5 fois par semaine, c'est 2 fois par jour, donc avant le travail et après le travail. Et puis même quand si jamais on est fatigué, moi en fait c'est le moment que j'attends de toute la journée, c'est d'aller m'entraîner. Donc enfin m'entraîner, c'est surtout d'aller en montagne ou de faire du sport en fait. Avant que ce Oui. soit un entraînement, je le considère vraiment comme voilà un moment de pause en fait, de me Un moment retrouver pour moi-même. toi où que tu fais ce qui te fait plaisir. C'est ça, de trouver un sens à la vie, donc en fait, en général, ouais, au 31 décembre, je planifie toute mon année avec les entraînements par jour qu'on adapte si jamais je dois rester au travail un peu plus tard et que je peux pas aller m'entraîner. On réajuste, mais j'ai une bonne vision, ouais, des 9 mois avant une course, ouais. Parce que c'est un sport que je trouve absolument fascinant, qui m'impressionne beaucoup. Ce que tu fais, j'étais super contente quand j'ai lu ta fiche. J'étais comme, je vais pouvoir poser des questions. Mais en même temps, je dis souvent, pardon, je t'interromps, mais je tiens vraiment à appuyer sur ce point, c'est que moi, je pense que toute ma vie, en fait, j'ai été below average, vraiment en dessous de la moyenne, mais j'ai toujours refusé, en fait, de pas essayer. Toujours Ouais. cette besoin viscéral d'essayer avant de dire, ah bah non, ça, c'est pas pour moi. J'ai pense toujours été curieuse sur ce point-là. J'ai toujours fait toujours fait du sport, bien sûr, et puis plusieurs en même temps parce que j'adore ça, le sport, mais je fais aussi du dessin, j'écris beaucoup, j'ai cette curiosité des choses, en fait, et ça, je trouve que ça me manque dans la vie de tous les jours, mais je suis pas née avec ces capacités sportives. C'est parce que j'en fais beaucoup, c'est parce que je m'entraîne, c'est parce que j'ai envie, parce que je me donne les moyens, et du coup, quand on me dit: «Ah bah, c'est incroyable ce que tu fais, tu es» à chaque fois, je suis très, très mal à l'aise avec ça parce que je me dis: «Mais c'est que de la course à Je pied». voulais pas te mettre mal à l'aise, je suis Ah non, non, désolée. non, 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 t'inquiète, c'est pas du tout toi, c'est pas du tout toi. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis, mais c'est juste que je trouve que je ne le mérite pas, en fait. Parce que c'est que de la course à pied et c'est que courir, tu vois? Et tout le monde veut le faire. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est pas du tout par rapport Ouais. à ce que tu dis que je trouve hyper gentil, bien sûr. C'est juste que c'est ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que tout le monde peut le faire, en fait. Même si c'est pas 100 miles, bien sûr. Si c'est un 10 kilomètres,
peu importe, c'est le sourire que ça te donne, que ça t'apporte et ce que tu en retires. Mais c'est ça, en fait, que j'aimerais que les gens retiennent, c'est tout le monde peut le faire, en fait. C'est juste Ouais. le vouloir. Je me demandais pourquoi le Canada, c'est quoi qui t'a attiré vers l'Amérique du Nord? Les grands espaces, les grands espaces. J'ai OK. toujours eu besoin de ça. Sinon, ouais, je sens que je suffoque. J'ai besoin d'avoir un horizon, d'avoir du relief, de voir des montagnes. Je suis née donc dans les Pyrénées. J'ai toujours eu ce paysage. Je je suis perdue en fait si je vois pas de montagne. Et en Suède, ouais, la vie était parfaite. Le modèle scandinave est quand même reconnu pour son sens du juste. Et je vivais avec ma grande sœur, ouais, avec qui c'était vraiment des super belles années. Et il y a ils ont un mot, friluftsliv, qui veut dire la vie dans la nature. Et c'est vraiment OK. intrinsèque aussi chez eux, tu vois. C'est un peu comme certains, peut-être pas tous les Canadiens, parce que parfois je suis surprise de voir des personnes de Vancouver qui sont jamais allées sur le North Shore, qui sont les montagnes qu'il y a juste en face. Mais bon, après, chacun ses goûts. Mais je veux dire, en Suède, voilà, c'est la nature, le lien à la nature, c'est vraiment intrinsèque. Ils sont nés avec. Mais ils ont pas de, et ils ont les grands espaces, mais ils ont pas de montagne Ah, OK. digne de ce nom. Et du coup, j'ai regardé une map monde et je me suis dit, bon, ben, quand j'ai pris la décision de quitter la Suède, j'avais appris la langue. Vraiment, je me voyais vivre là-bas. Et quand j'ai pris la décision de quitter ce pays, vraiment, mais à contre-cœur, j'ai regardé une map monde et la Nouvelle-Zélande, avec le côté montagne, grands espaces, rugby aussi, ça avait toujours été un pays qui me faisait rêver, et le Canada, parce qu'en fait, depuis toute petite, je regardais des films de ski, et il y en avait un Ah, qui se passait à Bella Coola très souvent. Et du coup, j'avais cet imaginaire de voilà du Canada, des grands espaces. Quand j'étais jeune aussi, on avait un husky qui venait du Québec. Et du coup, ouais, et quand j'avais 10 ans, mes parents nous ont emmenés faire 3 semaines dans les grands parcs de l'Ouest américain. Et donc depuis oh toute wow. petite, ouais, voilà, j'avais toutes ces expériences qui habitaient mon esprit. Et du coup, quand j'ai donc décidé de quand j'ai décidé de quitter la Suède, OK, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment loin, et le Canada, c'est un Mhm. tout petit peu plus près. J'avais plus d'opportunités de travail aussi. Donc, j'ai choisi Vancouver parce que c'est la porte bah, du Yukon, justement, du Montana, du Wyoming, de Washington State, qui est sublime, tout ce qui est Pacific Northwest, oui, Nord-Ouest Pacifique. Ouais. Et donc, j'ai décidé de Vancouver, et en fait, vraiment, je savais que ouais, que c'était la bonne décision. Et tous les jours, tu vois, quand je vois les montagnes, on est au bord de la mer aussi, la beauté de cette province. Ouais. Tous les jours, tu vois, je me sens tellement chanceuse de vivre là, et d'autant plus maintenant que j'ai la citoyenneté, que ce pays m'ait accueillie, en fait. Et Mhm. j'en suis encore émue, mais vraiment, parce que la cérémonie de citoyenneté, en fait, je regardais autour de moi, il y avait des gens qui avaient fui les difficultés de leur pays, les opportunités d'affaires ou autres. Et moi, je me dis, mais je suis française, et malgré tout, j'ai tellement une chance d'avoir été accueillie par ce pays où voilà, il y a tellement de bienveillance, de beauté, ouais, donc c'est pour ça que je suis au Canada et que mmh, C'est vraiment beau. c'est gentil. Quand tu es vraiment dans la nature, les montagnes, les arbres, tu réalises que tu es tellement petit et que peut-être tu es la première personne qui allait là. Puis ça, je trouve que c'est un vraiment bon sentiment. Je sais pas pour toi, mais juste savoir que tout ça, c'est plus gros que toi, que tout ce Mmh. qui est autour, ça te remet vraiment dans une mentalité de tout va bien aller. Je sais pas pourquoi. C'est ça le sentiment que j'ai dans la forêt. S'il y a rien autour de moi, je sais que tout va bien aller. Je vais être correct, honnêtement. Mais quelque chose que je trouve qui aide beaucoup, le territoire, en tout cas, je sais pas si c'est pareil en Colombie-Britannique. Euh,
les Premières Nations du Yukon, il y a un pouvoir très important au gouvernement pour savoir ce qui va être fait avec le territoire. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler au fil des années, on apprend que la ville de Whitehorse, c'est vraiment plus grand que tout le monde pourrait se l'imaginer. C'est juste, les Premières Nations ont décidé qu'on la ferait pas plus grande, que les bâtiments seraient pas plus hauts, puis qu'on va juste rester comme on est. Parce qu'on a tout ce qu'on a besoin, ça n'a pas besoin de prendre plus de place que nécessaire. Et ça, je trouve ça vraiment bien pour préserver la nature ici. J'espère que d'autres villes prendront exemple de Whitehorse pour cela. Mais... On verra. Malheureusement, je pense, on vit dans une société où que l'économie règne. Puis pour que l'économie continue à rouler, ça va prendre toutes les ressources que le Canada peut offrir. Je pense. J'ai peut-être tort. J'espère que j'ai tort, honnêtement. J'ai déménagé au Yukon, j'avais 5 ans. Alors, toute ma vie, ça a été en situation minoritaire. Alors, je suis pas mal habituée, mais un privilège que j'avais, à Whitehorse, il y a une école langue première francophone, primaire et secondaire. Alors, j'ai pu faire toute mon éducation en français. J'ai appris à parler anglais, j'avais 10 ans. Alors, je me souviens être vraiment toute petite, puis communiquer avec mes parents dans la ville, puis je pouvais pas parler aux gens parce que j'avais été isolée dans une bulle francophone. Mais quand j'y repense, ça a été parfait parce que ça m'a permis de garder ma langue maternelle. Parce que c'est vraiment facile en situation minoritaire quand tu grandis de la perdre. Je connais des amis qui ont fait comme moi le même parcours scolaire, sont allés à l'école secondaire en anglais, puis un mot de français. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'être bilingue, je trouve, au Canada, c'est un privilège et ça te donne tellement d'opportunités. Puis au Yukon, il y a la population francophone, la deuxième plus grandissante au Canada, je pense. Et on a même une société franco-yukonaise où on rassemble tous les francophones, on fait des événements, on célèbre la Saint-Jean-Baptiste qui est une fête au Québec. Je pense que ça apporte un beau sentiment de communauté aussi. Et je ne sais pas comment c'est en Colombie-Britannique pour toi, puis surtout en tant qu'immigrante, est-ce que tu as accès à tous ces services-là aussi? Donc moi, j'avais fait le choix de la Colombie-Britannique pour la nature, les grands espaces, mais aussi parce que c'était une province anglophone. J'adore cette langue aussi, j'adore l'anglais. Je réfléchis. Quand je suis fatiguée ou quand je suis énervée, je vais passer, je sais que j'allais dire switcher, je vais passer en anglais plus facilement. Okay. Mais j'ai commencé à travailler dans des sociétés canadiennes. J'adore cette langue, mais j'adore bien sûr le français également. J'écris, je suis un pigiste sur le côté de mon travail. J'adore le français. Je trouve que c'est une langue avec une variété incroyable qui peut exprimer mais tellement de choses pour une même émotion. On peut avoir tellement de vocabulaire. Et même si je ne recherche pas cette vie francophone ou en français plus que cela en Colombie-Britannique, tous mes amis sont anglophones, mes activités en général, si je vais au cinéma et tout, quoique non, le cinéma c'est un mauvais exemple parce que justement on peut trouver des offres en français. Donc si on veut vivre en français, c'est tout à fait possible. En Colombie-Britannique, il y a une variété, on peut faire du sport en français, on peut étudier donc bien sûr en français, on peut aller au cinéma parce que, par exemple, il y a 2 salles de cinéma, un petit peu d'auteur à Vancouver, le VIF et la Cinémathèque, qui programment des films de langue française tout au long de l'année. Donc vraiment, si on veut vivre en français en Colombie-Britannique, c'est possible aussi. La francophonie en Colombie-Britannique est bien active. Est-ce que tu as déjà eu le désir ou juste d'aller visiter pour une plus longue période de temps ou de retourner? En France? Ouais, est-ce que tu as déjà voulu retourner? Non. Non, les Pyrénées, les Pyrénées, ouais, me manquent énormément. Chez moi, j'ai des posters partout. J'adore la France. Je trouve que c'est pareil. C'est un pays à visiter, mais qui est juste, mais extraordinaire. La variété, la richesse, à tout point de vue, culturel, de paysage, la nourriture, bien sûr.
c'est un pays incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Mais pour vivre, non, je me ressens beaucoup plus canadienne, en termes OK. de mentalité. Même si je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai la bienveillance, des Canadiens, même si j'essaye de la mettre en œuvre tous les jours, faire des bonnes actions tous les jours, mais c'est votre bienveillance est tellement, incroyable et forte que, voilà, tous les jours je m'y attelle, mais pas revivre en France. OK. Si je devais vivre ailleurs dans le monde, ce serait la Nouvelle-Zélande qui est toujours, en haut de ma liste, ou peut-être la Suisse où les montagnes aussi sont incroyables et il y a aussi cette mentalité, germanophone ou que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu à celle canadienne, nord-américaine où voilà, il faut travailler, si tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Je trouve que pour moi, c'est ma mentalité, celle qui me correspond le plus. Mais si tu dis que la bienveillance, c'est quelque chose que tu essaies d'accomplir beaucoup, puis moi, attends, je t'ai parlé depuis peut-être 1 heure maintenant. T'as pas à t'inquiéter, tu peux porter le nom de Canadienne fièrement, si c'est à ça que tu t'associes. Moi, je dirais que Gentil. Ça me touche tellement, merci. mais ça fait plaisir, c'est la vérité. Contact établi, une production de Franco Presse réalisée grâce à la bourse Enrichir nos communautés d'UniTV. Idéation, montage et réalisation, Mélanie Tremblay. Recherche, Andréane Joly. Promotion et communication, Julia Blonda et Amélie Lafrance. Retrouvez tous les épisodes de Contact établi sur francopresse.ca.